livre vous alliez présenter au Salon du Livre? Alors, c'est ce livre-là, je vais vous le montrer. D'accord. C'est le dernier, Farida, oui, Farida. Alors, c'est le dernier roman que j'ai écrit oui, et j'allais le présenter, mais comme vous le savez, le Salon du Livre bien de sûr. Vancouver a été annulé. Et donc, c'est ça, c'est mon dernier roman et ça s'intitule Farida. Vous pouvez me décrire un petit peu le sujet? Oui, Oui, certainement. Alors, ce livre-là est un peu spécial parce que, en grande partie, il a été écrit à Vancouver. L'histoire d'une femme qui s'appelle Farida, une femme qui est née dans les années 30 et a vécu dans les années 40-50 en Tunisie, à Tunis. C'est là où je suis née moi-même, mais bon, je n'ai pas vécu à la même époque. oui, Euh, c'est aussi un livre de femmes qui, malgré malgré la société dans laquelle elle vit, malgré en fait, l'oppression oui, euh, systémique, parce mhm, que c'était vraiment le système, ça se passait comme ça, elle a pu trouver des moyens pour vraiment s'émanciper, dans le sens, pas peut-être émancipation d'aujourd'hui, des femmes d'aujourd'hui, mais quand même de survivre et de continuer à, à éduquer son fils. Et plus tard, elle aura la possibilité aussi d'éduquer et en plus d'élever sa petite fille. Donc, c'est vraiment un roman à trois générations. oui, Première génération Farida, deuxième son fils et sa belle-fille, et en troisième c'est sa petite fille, avec vraiment une partie où la petite fille arrive au Canada. ah bon, Donc voilà, c'est un roman de certainement de voix de femmes, même s'il y a des hommes également. bien sûr, Et c'est un roman aussi sur l'histoire de la Tunisie parce qu'on la voit en filigrane, même si ce n'est pas un roman historique, mais ça reste quand même avec des faits historiques. oui. Qu'est-ce que je dois dire encore? Est-ce que c'est un Et roman biographique? non, non, pas vraiment, parce que ce n'est pas vraiment l'histoire Oui. Et de le temps est différent. Le, voilà, oui, voilà. Cependant, c'est certainement il y a un peu, disons, je me suis inspirée très largement, très vaguement de un peu de la vie de ma grand-mère. Sauf que ce n'est pas vraiment son histoire. Euh, la seule, disons, le seul point en commun, c'est que ce sont deux femmes qui ont vraiment, qui aiment beaucoup l'éducation, la lecture, et ce sont des femmes qui n'ont pas vraiment réussi tellement bien dans la vie, dans le sens où elles n'avaient pas vraiment des mariages qui ont réussi. oui, À part cela, les petits détails ici et là, ça diffère beaucoup de la vie de ma grand-mère. Mais je suis partie d'une petite graine qui veut que c'est une femme qui est vraiment, pour son époque, bien éduquée et qui a tellement eu de problèmes pour s'intégrer dans la société dans laquelle où elle a vécu, où bien elle sûr, appartient. bien D'accord. sûr. Où Sans, les femmes, où les femmes ne devaient pas être éduquées, c'est ça. voilà, où elle devait pas, ou bien qu'elle devrait éduquer à un point où elle devrait quand même rester subalterne à l'homme. Bien Et, sûr. et Farida a vraiment bousculé un peu les choses et donc elle était beaucoup plus intelligente que son mari et elle n'était pas très bonne en cuisine, donc finalement on lui trouvait pas vraiment la place qu'il fallait pour la mettre dans le moule. Et donc c'est vraiment une femme extraordinaire qui est sortie et avec un personnage aussi extraordinaire. Je voulais un peu faire quand même une caricature, mais aussi je voulais quand même euh, parler de la réalité. Donc, si on ne connaît pas l'extrémité, on ne connaît pas le milieu, on ne connaît pas l'origine. Et donc, finalement, Oui,
C'est Farida, c'est son histoire qui représente bien cette société-là avec toute sa complexité, avec tous les défis qu'elle avait, qui se posaient pour cette femme-là et pour les femmes en général. Donc, c'est un roman qui touche vraiment les femmes, la voix Mhm. de femmes, dont on a vraiment besoin d'entendre ces voix de femmes. Vous êtes née à Tunis Oui, et vous avez quitté, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez quitté tout de suite pour aller au Canada ou bien vous avez... oui. Oui, En fait, j'ai quitté début des années 90, principalement pour des raisons d'études. Donc, oui, je suis venue pour étudier. Donc, j'ai quitté après avoir terminé votre lycée? en fait, plus que ça, non. J'avais terminé mon premier diplôme universitaire. Donc, j'avais terminé ce qu'on appelle là-bas la maîtrise. Donc, Oui. 4 ans après le lycée. Donc, Et la j'ai... licence, en France, c'est Voilà, la licence, oui, voilà. Donc, oui. j'ai fait des études, les hautes études commerciales là-bas. Et puis, je suis venue pour faire ma maîtrise donc, au Canada. C'était la grande aventure alors. Oui, absolument, vraiment la grande aventure. Je n'ai jamais pratiquement quitté Tunis avant cela. Et donc, c'était pour moi la grande aventure à venir dans un pays, tout d'abord géographiquement, on appelait ça la fin du monde. C'est ça, donc je suis principalement arrivée pour les études, en même temps aussi pour des questions, je dirais, un peu plus de liberté. La Tunisie, à l'époque des années 90, était rentrée dans c'était l'arrivée au pouvoir du président Ben Ali à l'époque. Oui, C'est un oui. président qui quand même euh, a fait rentrer le pays dans euh, une certaine, une certaine condition ou une certaine atmosphère assez délétère et assez policière. Mhm. Et à l'époque, je me suis quand même, pendant 2 ans avant ma venue au Canada, j'ai eu tout un cheminement spirituel qui a fait que j'ai commencé à porter le foulard et du coup, je suis devenue un peu comme considérée comme l'ennemi euh, pour des raisons politiques que je n'avais vraiment pas Oui, du tout épousé, mais qui était de facto attribué à ma personne. Je me sentais plus chez moi, je me sentais tout le temps épiée. Il fallait que je change à chaque fois d'apparence pour aller dans des endroits et tout cela. Et donc, c'est venu en même temps, presque à la même période. Donc, j'étais vraiment très contente de pouvoir quitter, de pouvoir changer d'endroit et retrouver quand même une certaine normalité qui m'a été un peu confisquée. pourquoi est-ce que vous portez de hijab? En fait, c'est vraiment la question qu'on pose, qu'on pose à plusieurs femmes et qui peut-être arrivent des réponses différentes. Je Oui, vais vous parler de mon propre cheminement. En fait, pour moi, euh, c'était vraiment une question très, très spirituelle. Je me sentais beaucoup mieux euh, quand quand j'avais les cheveux couverts, quand je oui, m'habillais d'une certaine manière qui évoquait un peu une certaine modestie religieuse. oui. Et je me sentais bien, je me sentais comme si j'étais en prière permanente. Et ça me calmait, et ça me calmait dans le sens, calmer un peu les tensions Mhm. par lesquelles je suis passée, qui me demandaient, j'avais vraiment beaucoup de questions. Comment est-ce que
pourquoi on doit s'habiller de telle manière, pourquoi pas d'autre. Et moi, j'ai trouvé dans cet habit particulier une certaine sérénité parce que ça me rappelle la prière et j'étais comme vous, comme je l'ai dit, j'avais l'impression d'être toujours, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, protégée spirituellement. C'est très, très intéressant. Je n'ai jamais entendu une explication aussi profonde. Oui. Et donc, et, et j'étais quand même, comme j'ai grandi quand même assez, je dirais pas, j'étais vraiment quelqu'un de super spirituel dès le départ, mais j'avais une certaine affinité, je me posais beaucoup de questions, je parlais à Dieu, je suis quelqu'un qui quand même avait cet intérêt à tout ce qui est divin, à tout ce qui est hors hors du commun, disons, du commun des mortels. Oui. Et finalement, je me suis dit que ce n'était pas facile parce que tout ce qui m'entourait était vraiment contre. La Tunisie est quand même un pays qui a été l'un des premiers à libérer, disons, à enlever le voile des femmes, le voile traditionnel, le voile qui cachait ces femmes-là. Et donc, pour moi, c'était comme si j'allais à contre-courant, comme je faisais un pas en arrière. Et donc, c'était vraiment, même si c'était, je trouvais que j'étais moi-même libérée, tout le monde me trouvait opprimée. Et c'est pour cela, en fait, qu'en venant au Canada, je me suis dit, tiens, peut-être que là-bas, les gens me verraient d'une manière différente et ne me jugeraient pas quand même selon les normes de la société tunisienne. Bien sûr. Parce que très souvent, les gens, surtout les femmes, critiquent le voile comme étant un signe de soumission et d'oppression. Oui. Et ce que vous nous dites, c'est contredit ceci. Et cela prouve que chaque être humain doit être libre de s'habiller et de se comporter comme il lui faut, comme il a besoin de se comporter. Donc, c'est très intéressant. Je vais revenir à vos livres. Et où prenez-vous vos idées, votre inspiration? Évidemment, pour un de vos livres très très beau, le livre Les larmes prisonnières, c'est évident où l'inspiration était pour vous, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mais les autres livres, est-ce que vous faites de recherche ou bien vous inventez une histoire? Comment est-ce que vous trouvez cette inspiration pour les livres? En fait, j'aime les histoires. J'ai toujours aimé les histoires et on nous racontait des histoires quand on était petit et j'imaginais des histoires moi-même. Mais mon cheminement académique a fait que je me suis éloignée de tout ce qui était un peu imaginaire pour me consacrer à la finance parce que c'est ce que j'ai étudié finalement. Oui. Et avec l'arrestation de mon mari et bien sûr son emprisonnement en Syrie et tout ce bouleversement-là de ma vie parce que je me voyais tout le temps étant professeur d'université, je me voyais tout le temps comme, disons, une personne rationnelle, une personne avec des chiffres et tout cela. Et là, avec tout ce qui s'est passé avec mon mari, j'ai un peu compris que le monde fonctionnait d'une autre manière et qu'il fallait vraiment qu'il fallait non seulement la rationalité, mais aussi il fallait vraiment une certaine compréhension
et une certaine aussi, un certain pouvoir de convaincre les gens. Et donc cela vient évidemment avec l'analyse, avec les mots, avec les pensées. Et j'ai senti que c'est là où peut-être j'avais une certaine, j'avais oublié ou j'avais mis de côté une certaine partie de ma vie. Oui, Et, et c'est en fait pendant ces moments difficiles que l'écriture m'est venue un peu, tout d'abord pour écrire des lettres euh, au ministre, au Premier oui, ministre, aux députés. Donc, oui, c'est là où vraiment euh, j'avais eu l'une des premières occasions, disons, officielles et sérieuses pour écrire à d'autres personnes et expliquer l'histoire d'une autre manière. Donc, avec bien sûr la volonté de convaincre les autres avec des arguments et tout cela. Quand je me suis mise à écrire Les larmes emprisonnées, je voulais non seulement écrire ce qui s'est passé à ma famille, à mes enfants, à moi-même, mais aussi je voulais vraiment une histoire, mon histoire. Et c'est ça qui est important, parce que d'habitude, surtout quand il y a des faits aussi complexes que cela, on entend plusieurs histoires. Et c'est très important d'écouter l'histoire de la personne proprement affectée ou la première concernée. Et donc c'est ça. Mais c'est quand même une histoire, disons, on connaît le début et la fin oui. depuis un certain nombre d'années. Oui, c'était un cas célèbre. Voilà. Tout le monde en parlait. Et je pense que le fait que vous avez, avec tellement de passion, vous avez convaincu et vous avez milité, si vous voulez, le sort, la défense de votre mari, de votre époux, ça vous donne, ça vous a changé, je suis sûre. Ça vous a changé. Absolument, absolument, ça m'a changé. Ça a changé de l'extérieur et de l'intérieur. En fait, disons superficiellement, mais aussi profondément. Superficiellement dans le sens où je ne m'attendais pas à faire ce travail et donc c'est comme si c'est devenu mon travail, mais aussi profondément parce que j'ai dû arrêter ce que je faisais auparavant et j'ai dû me transformer. Juste une minute, s'il vous Oui, plaît. bien sûr, bien sûr. Euh, et donc, c'est ça, j'ai dû me transformer et trouver cette nouvelle façon de communiquer. Et donc, les mots, trouver les mots justes, trouver les idées claires pour pouvoir parler de choses qui sont quand même assez émotive, assez personnelle et assez difficile à expliquer. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça a commencé avec cette histoire qui est notre histoire, qui est mon histoire, mais aussi qui est aussi un peu l'histoire du Canada, parce que maintenant, c'est connu, donc c'est quand même une histoire publique. Oui, Et donc, ça a commencé avec ce récit autobiographique, mais après, en fait, quelques années, juste peut-être un an ou deux, je me suis mise à écrire une autre histoire. Et ça s'est terminé avec un roman qui s'appelle Miroir et Mirage. oui, justement. Oui, Et donc, mais à l'époque, c'était motivé où j'ai eu l'idée d'écrire ce livre-là, ce roman-là, qui porte principalement sur des histoires de femmes musulmanes, parce que à l'époque, on parlait beaucoup de femmes musulmanes, d'islam, de hijab. Et là, je me suis demandé, tiens, on parle de ces femmes-là, oui, mais comme si elles n'existaient pas, comme si très juste. Oui, on parle d'elles, mais on va pas leur demander de parler.
Et c'est comme si on trouve toujours, on a toujours des paroles Oui, sur elle, mais on lui prive ou on lui donne pas la parole. Et donc, en imaginant ces femmes-là, en imaginant ces histoires de femmes qui sont très différentes en fait, mais quand même assez qui ont qui vont s'entrecouper finalement. Je me suis dit, ben, je vais peut-être un peu perturber un peu oui, ces clichés que nous avons oui, et parler et introduire un peu de couleur parce que oui, oui, c'est vrai que je vais décrire la vie ou un certain moment de la vie d'une femme qui va vraiment porter une burqa ou un niqab, mais je vais essayer d'aller à l'intérieur de sa vie et de voir qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur, quels sont les problèmes, quelles sont les choses qui lui font qui la peut-être. font vivre, oui. C'est Voilà, et donc au-delà de l'habit, disons. Oui, voilà, et donc c'est ça, donc prendre un peu le lecteur à l'intérieur, et je ne prétends pas connaître toutes ces femmes-là, mais quand même, c'est comme cela que je me suis un peu imaginé la vie de ces femmes-là avec beaucoup de contradictions, oui, il y a de la piété, mais il y a aussi des fantasmes, il y a aussi des peurs, il y a aussi des certitudes, mais il y a aussi beaucoup d'insécurité. Donc, il y a tout dans ces personnages-là. Il y a oui, de l'argent, il y a de la pauvreté. Donc, finalement, c'est ça un peu introduire un peu d'éléments perturbateurs dans la vie oui. de ces femmes-là et ne pas les considérer juste parce que une a les cheveux découverts et que l'autre a le visage couvert. Donc, c'est un peu ça l'idée que j'ai eue pour écrire ce roman-là. Et vos romans sont des best-sellers, vraiment des best-sellers. Et c'est Euh, fantastique. Non, je suis vraiment. Et vous écrivez en français d'abord ou en Oui, anglais? oui. Alors, j'écris tout le temps en français d'abord, mais mes romans ont été traduits. En fait, tous mes livres, sauf Farida, pas encore, Oui, mais tous mes livres ont été écrits en français avec Farida, mais ils ont été tous traduits en anglais, oui, sauf Farida qui l'est encore seulement en français. oui, parce que c'est très récent. La Voilà, publication de voilà. Donc, ça Farida est vient de très récente. sortir. Vous Voilà. avez votre traducteur préféré ou Oui, traducteur oui, préféré? Oui. oui. En fait, un grand ami canadien d'origine américaine qui vit maintenant, qui ne vit plus au Canada, qui vit au Maroc. Ah bon? C'est bien, Euh, on peut tout faire c'est avec vrai, Zoom. c'est vrai. Et donc c'est lui qui a commencé il a co-traduit mon premier livre et il a traduit tous les autres. Et là, j'attends encore pour Farida parce que il Oui, faut ça que, prend du temps quand même, voilà, oui. voilà, oui. Oui. Mais j'ai une autre question pour vous, Monia, et ça ne vous ennuie pas si je vous appelle Monia. Je Oh, sais pas que du vous tout, pas êtes du tout, pas du professeur tout. et tout ça, mais Non, non, pas du tout. quelle a été l'une des choses surprenantes, les plus surprenantes lorsque vous écriviez vos romans, surtout le premier roman? Qu'est-ce que vous a surpris? Hmm. En Ici, fait, et je pourrais dire, c'est ce qui m'a surpris et ce qui me surprend encore, c'est l'étendue de l'imagination humaine. Parce que oui, peut-être, si vous m'avez posé la question peut-être il y a une vingtaine d'années, je ne m'aurais pas peut-être vu. J'ai tout le temps voulu écrire, mais peut-être je me sous-estimais. Je me disais, mon nom, qui est-ce qui va croire en moi? Qui est-ce qui veut vouloir lire mes livres? Mais il a fallu que ce drame arrive près de moi, en fait, chez nous, et que tout ce côté, disons, non pas poétique, mais tout ce côté littéraire refasse surface oui,
et que je me plonge encore une fois dans l'écriture. Mais aussi, quand j'ai écrit mon premier roman, je me suis dit, ben, comment est-ce que je vais faire? Oui, je vais écrire, mais qu'est-ce que je vais écrire? Peut-être que je pourrais mettre toute cette histoire en une page, en deux pages, Oui. mais ce n'est pas vraiment le cas parce que quand je me suis mise à écrire, c'est comme ça que les idées arrivent et une idée après l'autre. Et puis Oui. là, il faut détailler. Et puis là, on se souvient, on se dit, ah tiens, oui, ma fille a fait telle et telle chose. Et puis là, il faudrait peut-être le mettre. Et là, on se retrouve vraiment avec une histoire. Oui. Avec les romans, c'est un peu différent parce que je commence avec une idée, comme je vous l'ai dit, avec par exemple Miroir et Mien, j'ai commencé avec 4 personnages de femmes différentes. Oui. Alors, une qui est une québécoise, qui est née québécoise, mais qui va devenir musulmane, et une autre qui est quand même née assez riche, une immigrante qui arrive du pays du Golfe. Donc finalement, je savais où est-ce que j'allais commencer, mais je ne savais pas où est-ce que j'allais terminer. Oui. Et donc c'est ça qui me surprend. C'est un peu ma propre personne, c'est un peu mes idées. Je me dis, ça y est, c'est terminé, mais là, je me dis, tiens, je lis, je me relis, et je dis, non, 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 il faut quand même continuer encore. Et là, trouver des idées, trouver peut-être d'autres personnages secondaires et tout cela. Et donc, c'est ça un peu qui me surprend. À chaque fois, je me dis, ah non, c'est ça, c'est sec, il n'y a plus rien. Et non, avec un peu d'insistance, avec la persévérance, on se surprend soi-même. Et c'est ça Très qui intéressant ce que vous dites. C'est extrêmement intéressant. c'est Oui. magnifique, c'est magnifique. Oui. Les humains, le cerveau des humains, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Qu'est-ce qui fait que un mensonge est un mensonge et une histoire qui est un mensonge devient une belle histoire. Donc, donc finalement, ce qu'on fait, C'est merveilleux. je ne fais que mentir, je ne fais qu'imaginer des choses, je ne fais que dire des choses. Et là, ça devient une belle histoire et les gens vont lire et vont se dire, ah tiens, oui. Et donc, c'est ça qui fait que ça ça me surprend encore aujourd'hui. C'est fantastique. J'aime beaucoup comment vous écrivez, comment vous décrivez ceci. Une petite question un peu plus personnelle. Vos enfants vivent avec vous, évidemment, et votre époux aussi, puisqu'il est Oui. au Canada? Oui, 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 on vit tous. Il a pu reprendre sa profession petit à petit? Pas vraiment sa profession parce que lui, il est ingénieur de profession et il n'a jamais pu réintégrer, retravailler ou réintégrer la profession en tant que telle. Sauf que maintenant, il travaille pour son propre compte, donc il a pu quand même s'établir ici à Ottawa pour commencer donc son propre business et ça a pris quand même pas mal de temps pour arriver à ce stade-là. Mes enfants sont... J'ai une fille qui a 23 ans Oh, et mais vous oui, êtes jeune! non, je parais jeune, mais je ne suis pas vraiment. C'est quand Vous êtes aussi jeune que mon fils. oui. Je pourrais Donc, être votre mère. oui, 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 oui. Oui. Donc, elle Ma a fille, fini l'université ou bien est-ce oui, qu'elle... oui, elle a quitté en fait l'été dernier, donc elle est à Toronto, elle fait sa maîtrise en histoire Oui, et bon maintenant elle est rentrée parce que à cause évidemment du Covid, bien sûr. voilà, Covid. Donc, elle est avec nous, mais sinon, elle vit là-bas. Et j'ai un fils de 18 ans qui termine l'école secondaire, donc qui va École aller. secondaire, Oui, ici, chez vous, donc. Est-ce oui, 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 oui. les écoles sont fermées, n'est-ce pas? Oui, les écoles sont fermées Ça et aussi.
Ils Oui, travaillent de la et maison? ce qu'ils font, donc pour mon fils qui est à l'école secondaire, donc ils ont des cours en ligne. Voilà, C'est pas vraiment comme à l'école, mais c'est quand bien même sûr. une façon de les garder un peu occupés et Occupés, de les voilà, éduquer et de voilà. leur donner quand même une certaine une formation, de les quand même Pour ne pas perdre voilà, trop leur capacité, oui, voilà, oui, évidemment, oui. oui. Et je voulais vous demander à propos de votre vie politique. Je sais que vous étiez Oui. très, très prise par votre politique. Est-ce que vous avez quitté maintenant ou bien vous Euh, êtes encore, vous avez un peu les mains à la pâte, comme je dis? Non, 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 pas vraiment, pas vraiment. Je dirais, j'ai presque quitté. En fait, bon, oui, c'est vrai que je connais encore, j'ai quelques amis encore qui travaillent là-dedans, mais personnellement, je ne suis plus vraiment intéressée, mais bon, c'est vrai que c'est quand même la politique m'intéresse dans le sens théorique, donc dans le Oui, sens bien sûr. Mais vous n'avez pas le temps non plus, hein? non, 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 je n'ai pas le temps, je n'ai pas du tout l'intention de me lancer en politique. C'est quand même un domaine qui demande très exigeant. Aussi, qui est un domaine, je parlais tout à l'heure de spiritualité, c'est un domaine quand même très exigeant sur le plan moral et sur le plan aussi physique. Et je ne veux pas dire que je veux pas dire ou insinuer que tous les politiciens sont corrompus, mais quand même, ça demande une certaine flexibilité. J'allais Euh, dire ça, oui. Malheureusement, oui. voilà, qui peut-être avec l'âge Oui, commence à m'échapper un peu. Et avec l'âge, on devient de plus en plus rigide, disons, moralement, je veux dire. Et, et donc, et en plus, ce que j'aime bien, c'est comme continuer à écrire. oui. Donc, je ne pourrais pas faire les deux et donc il faut choisir entre l'un et l'autre. Et pour le moment, moi, j'ai choisi d'écrire et de continuer Et là-dedans. heureusement, et heureusement pour nous que vous avez choisi Merci, ça. Et merci, vous êtes merci encore beaucoup. professeur ou bien vous enseignez? Non, vraiment, je ne suis pas professeure à temps plein, mais je donne des cours par session de temps en temps, oui. C'est parfait. Oui, Oui, il faut se consacrer à l'écriture parce que vous écrivez tellement bien. d'accord. Nous avons parlé, donc Farida, bien sûr, Mhm. puis Miroir et Mirage, Oui, qui est très intéressant. Et je vais aussi toucher aux larmes emprisonnées. oui, Et je ne connais pas du pain et du jasmin, alors ok. peut-être je vais juste mentionner le titre D'accord. sans vouloir, à moins que vous ayez quelque chose à dire pour du pain et du jardin. Et du Ben, jardin. du jasmin, je pourrais vous dire quelques mots. Oui, En fait, bien sûr. c'est un livre sur la révolution, un peu le printemps arabe. Ah, Euh, oui, d'accord. d'accord? Tragique, Donc, vraiment tragique. oui, Oui, alors les événements se passent encore en Tunisie, qui est le premier pays dans lequel un oui, peu l'étincelle a commencé. oui, Et, mais c'est aussi la révolution, disons, que vivent deux femmes, la mère d'un côté et la fille. Donc c'est un roman aussi intergénérationnel avec un passage, un chapitre où la mère va parler de son adolescence et la fille, la jeune fille, sa fille, va parler des événements. Et donc, on voit du pain et du jasmin. C'est une alternation entre les émeutes du pain qui se sont passées en 1984 en Tunisie ah bon? et la révolution du jasmin qui s'est passée en 2011. Et donc, c'est un peu le regard de la mère qui est suivi à chaque fois de remarques de la fille et les changements que vivent ces deux femmes-là et que vit le pays en même temps. Donc c'est un peu Fascinant.
C'est fascinant. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé à écrire parce que il y a un peu de la Tunisie de mon adolescence là-dedans. Voilà. Donc encore une fois, je le dis, ce n'est pas mon histoire, mais c'est un peu l'histoire du pays, avec vraiment un certain regard que j'avais à l'époque sur le pays. Donc voilà, c'est ça, ce roman-là. Je vais essayer de le lire. Oui. Je suis enchantée vraiment. Et vous avez encore de la famille en Turquie? Vous avez Euh, En fait, j'ai bon, de la famille proche, non, mais j'ai des oncles, des cousins, des cousines. Mais mon frère vit au Canada, donc on est deux. Il vit ici. c'est bien. Et ma mère vit aussi au Canada. Voilà, donc mon père est Donc vous décédé. les avez assez C'est proches. vrai C'est que, bien. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monia. Mouah. Au revoir. Au Merci. revoir et bonne chance. Merci. Merci à vous aussi.